Alors quelles pièces étaient produites par ces ateliers monétaires? Alors avant de les aborder, il faut que je vous explique deux éléments. Le premier, c'est le système monétaire, c'est-à-dire l'ensemble des règles organisant et encadrant l'utilisation d'une monnaie. La France, ou plutôt les territoires qui la constituent actuellement, a connu au cours de son histoire trois systèmes monétaires. Celui qui nous concerne prend naissance durant le règne de Charlemagne. Il succède au système monétaire romain et prendra fin avec la Révolution française, soit plus d'un millénaire. Le deuxième élément, c'est qu'il existe deux types de monnaie, la monnaie de compte et la monnaie de change. La première est virtuelle, elle n'existe que pour compter, mais ne prend pas une forme matérielle, à l'inverse de la seconde, qui est représentée sous forme de pièces et plus tard de billets. Alors il se trouve que de nos jours, l'euro est le nom porté aussi bien par l'une que par l'autre, mais au Moyen-Âge, les deux sont distingués. Alors la première de ces monnaies, c'est le denier. Le denier qui correspond à peu près à notre euro. Alors attention, pas en termes de valeur, mais plutôt en termes de fréquence et d'utilisation. Le denier est frappé en bilon, c'est-à-dire un alliage d'argent et de cuivre, et dans lequel on va retrouver aussi un peu de plomb. La deuxième, c'est l'obole. Alors l'obole qui lui est frappé en cuivre. Il fallait deux oboles pour avoir la valeur d'un denier. Bon, alors ça, ce sont des monnaies de change, c'est-à-dire qui existaient sous forme matérielle. En revanche, pour la monnaie de compte, donc qui n'était pas frappée sous forme de monnaie, on a tout d'abord le sou. Le sou équivalait à la valeur de 12 deniers. Mais surtout, la livre. Il fallait 20 sous pour obtenir une livre. Alors, le mot livre vient en fait d'une unité de mesure de poids. Une livre d'argent équivalait à 409 de nos grammes d'aujourd'hui. Elle constitue la base du système monétaire du Moyen-Âge parce que c'est à partir de cette livre que sera ensuite fabriquées les subdivisions. Bien, alors maintenant que je vous ai expliqué tout ceci, eh bien, on va voir si vous avez bien compris. Petit exercice de calcul mental. Combien de deniers vaut une livre ? « 240 deniers, car une livre vaut 20 sous, et comme un sou équivaut à 12 deniers, eh bien il me suffit de multiplier 20 par 12, ce qui me donne 240. Alors vous voyez la difficulté de ce système monétaire en comparaison d'une autre aujourd'hui qui fonctionne avec le système décimal, c'est-à-dire qu'il me suffit de multiplier par 10 pour passer à l'unité suivante. 1 centime x 10 me donne une pièce de 10 centimes, multiplié par 10 me donne une pièce d'1 euro, multiplié par 10 me donne un billet de 10, etc. Mais durant le Moyen-Âge, c'est le système duodécimal, c'est-à-dire que le chiffre multiplicateur est 20, ce qui est beaucoup moins facile pour calculer. Alors, deuxième exercice de pratique. Voici l'extrait d'une lettre de l'échevin de Douai, citée par l'ouvrage d'Espinasse s'intitulant La vie urbaine, une lettre qui date de 1383 et qui ordonne au conseil de la ville de fixer le prix de plusieurs denrées alimentaires. Alors parmi celles-ci, vous voyez là, il est question d'une rasière. Alors la rasière en fait c'est une unité de mesure utilisée dans le nord de la France, mais elle ne mesurait pas le poids, mais plutôt une capacité. En gros, une rasière équivalait à 70 de nos litres, mais dont le poids pouvait varier selon qu'il s'agisse d'avoine ou de blé. Toujours est-il que vous voyez que ici, le prix de la rasière de blé est fixé à 17 sous et 1 denier. Alors maintenant que vous savez que le sou n'existe pas sous forme de pièce, mettez-vous dans la peau d'un commerçant et donc par conséquent, combien de deniers vous allez donner à celui qui vous vend cette quantité ? « 205 deniers, car 1 sou valant 12 deniers, je dois multiplier 17 par 12, ce qui me donne 204, auquel j'ajoute le dernier denier du prix, ce qui me donne un total de 205 deniers, ou, si vous préférez, 410 oboles. » Alors jusqu'à maintenant, peut-être que les choses vous ont paru faciles, et vous êtes sûrement en train de vous dire que finalement le système monétaire au Moyen-Âge, c'est pas si compliqué que ça. Mais attendez la suite, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Car on recense 1700 types monétaires datant de 987 à 1793, ainsi que plusieurs variantes par type. Évidemment, ce n'est pas seulement avec les seuls deniers et oboles qu'on peut obtenir ces 1700 types. En fait, ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est le système monétaire tel qu'il existait du règne de Charlemagne jusqu'au XIIe siècle.
Mais le problème, c'est que par la suite, à partir du XIIIe siècle, eh bien les souverains vont commencer à créer de nouvelles pièces de monnaie qui vont complexifier le système. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que entre la fin de l'Empire romain et le XIe siècle, on a en fait un effondrement du commerce à longue distance. On a en plus des États qui sont assez faibles, si bien que l'utilisation de la monnaie n'est pas très importante, la plupart des échanges se faisant sous forme de troc. Mais à partir du XIIe siècle, on assiste à une recrudescence du commerce en Europe, et aussi du commerce à longue distance. L'échange de la soie provenant de Chine, de la laine provenant d'Angleterre, etc. Et ça, ça nécessite l'utilisation de monnaies beaucoup plus importantes, raison pour laquelle les monnaies vont créer de nouvelles pièces. Parmi ces nouvelles monnaies, on retrouve l'écu, créé en 1253 par Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. L'écu porte ce nom parce que sur l'une de ses faces était gravé l'écusson aux armes françaises avec ses 3 fleurs de lys, symbole d'unité du royaume. D'un poids supérieur à 4 grammes, la valeur de cette pièce équivalait à 3 livres, et elle était frappée en or. C'est la première fois du Moyen-Âge que l'on frappe une monnaie en or dans le royaume de France. Alors si Louis IX le fait, c'est parce que déjà il peut se le permettre, ce qui n'était pas forcément le cas des rois précédents, mais c'est aussi une façon d'affirmer sa prééminence sur les princes territoriaux qui lui font concurrence. Alors ce n'est pas la seule monnaie créée par Saint-Louis, puisqu'en 1266, il institue le gros, frappé en argent, et sur lequel étaient gravées 12 fleurs de lys, car un gros équivalait à 12 deniers, ou à 1 sou. Mais parmi toutes ces nouvelles monnaies, il y en a une que vous allez forcément reconnaître, puisqu'on l'a utilisée jusqu'en 2002, il s'agit du franc. Le franc, qui était frappé en or et dont la valeur équivalait à 1 livre. Alors si certains, aujourd'hui encore, voient dans la restauration du franc comme un symbole du retour à l'indépendance nationale, peut-être qu'ils le seront moins quand ils vont connaître le contexte de la création de ce franc. En 1356, le roi de France, Jean de Lebon, est capturé par les Anglais à la bataille de Poitiers. Les Anglais exigent, pour délivrer le roi, une rançon de 4 millions d'écus. Et bien pour payer cette rançon, a été instauré en 1360 ce franc. Bon alors je vais pas vous dresser l'inventaire complet de toutes les nouvelles monnaies qui ont été créées, je vais vous en donner quelques-unes en rafale. On a par exemple la maille, frappée avec un alliage d'argent d'un poids de 0,5 g et qui équivalait à un demi-denier. On peut citer également le double tournois, frappé en billion, qui avait une valeur de 2 deniers et qui pesait 1,11 g. Louis XI a également créé l'écu de soleil, d'un poids de 3,45 g et qui équivalait à 1 livre et 13 sols tournois. Bon alors vous voyez, le système monétaire à la fin du XVe siècle est déjà un petit peu plus compliqué que celui du temps de Charlemagne. Mais comme si cela ne suffisait pas, il va se complexifier davantage par l'existence à partir du XIIIe siècle de 2 types de livres, ayant un poids et donc une valeur différente. La livre parisie et la livre tournoi. Une livre parisie correspondant à 1,25 livres tournois. Alors comment est-ce que cela est possible ? Tout simplement parce que la Touraine, avant d'être rattachée au domaine royal en 1203, produisait déjà sa livre d'une valeur et d'un poids différents de celle de Paris. Alors, plutôt que de la supprimer, les deux vont coexister jusqu'à ce que Louis XI unifie les différents monnayages du royaume en imposant la suprématie de la livre tournoi. Mais il faudra quand même attendre le XVIIe siècle pour voir supprimer définitivement la livre parisie. Bien, intéressons-nous maintenant à ce qui est représenté sur ces pièces. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pièce est composée de 2 faces, appelées avers et revers. Sur ces faces, les gravures vont tout au long du Moyen-Âge se multiplier et gagner en qualité. Bon déjà, vous aurez constaté qu'aucune des monnaies ne porte de chiffres. Et c'est normal, parce que vous êtes habitué à ce que l'on appelle la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire une monnaie dont la valeur nominale, que ce soit de la pièce ou du billet, est fixée par la banque émettrice et en général est supérieure à la valeur intrinsèque de l'instrument.
Quand moi je fais mes représentations lors des fêtes médiévales, je demande toujours à ceux qui m'écoutent, est-ce que quelqu'un d'entre vous n'aurait pas un billet de 20 voire de 500 euros? Et ensuite je leur dis, voilà, votre billet en tant que tel, il n'a aucune valeur. La seule valeur en fait c'est celle du papier. Mais bien sûr, les gens ils rigolent au début, mais je leur dis voilà, la valeur de votre billet, il existe parce que en fait c'est la banque qui vous le dit. Et cette valeur, elle est symbolisée par le chiffre qui est mis dessus. Mais ce qui implique une confiance dans le système. Parce que si celui-ci s'écroule, effectivement, les billets n'auront plus aucune valeur. Mais au Moyen-Âge, il n'y a pas de système bancaire. Ce qui fait que la valeur de la pièce, c'est son métal et son poids. L'argent a plus de valeur que le cuivre, l'or a plus de valeur que l'argent, etc. Et une pièce qui perd de son poids en métal perd donc de la valeur. Autre point commun de toutes les pièces du Moyen-Âge, c'est la présence de la croix sur l'avers. Vous l'aurez compris, cela marque le signe d'appartenance à la religion chrétienne. Il faudra en fait attendre le XVIe siècle pour que cela change, lorsque les rois vont remplacer cette croix par leur portrait. Je pense que vous avez tous entendu cette histoire de la fuite de Varennes, où Drouet a empêché Louis XVI de quitter le royaume de France en le reconnaissant grâce à son portrait qui figurait sur une des pièces. Sur l'autre face, les représentations vont évoluer au cours des siècles. Durant les Carolingiens figure le monogramme de Charlemagne, au début des Capétiens c'est le mot Rex, ou juste la lettre R, qui est inscrit. On peut retrouver également une église stylisée. Mais à partir du XIIIe siècle, avec les nouvelles monnaies, apparaissent de nouveaux motifs symbolisant le roi ou le royaume de France. Le blason aux armoiries du royaume, la couronne ou la fleur de lys, ou une combinaison de ceux-ci. On assiste également aux premières représentations des souverains, même si elles sont assez grossières. Alors des représentations soit assis, debout ou à cheval. Alors intéressons-nous maintenant à la légende, c'est-à-dire aux inscriptions que l'on va retrouver tout au bord de la pièce. Sur l'avers, au temps des premiers Capétiens, c'est assez simple, on va retrouver le nom des rois en latin. Sur le denier de Robert, vous voyez, il est écrit Rothbertus. Sur celui de Philippe Ier, Philippus. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Alors avec le XIIIe siècle, donc vont apparaître de nouvelles pièces dont le diamètre, ce que l'on appelle aussi le module, va être beaucoup plus large et donc va laisser beaucoup plus de place pour le graveur. On va y rajouter donc des inscriptions. Vous voyez que sur ce double parisis de Charles IV, il y a son nom Carolus, mais juste après, Fracorou, France, que l'on peut relier au mot Rex qui est situé au centre. Charles, roi de France. Le gros de Philippe VI, alors le gros c'est une pièce qui est quand même assez large, on a carrément là une double légende. Donc encore une fois, Philippus sur la légende intérieure, mais sur la légende extérieure, en fait on va avoir toute une formule qui va beaucoup se répéter sur pas mal de pièces. Alors c'est Benedictus sit nome Dei NRI Dei. Alors en latin ça veut dire en gros que soit béni le nom de notre Seigneur. En ce qui concerne la légende du revers, alors là il va falloir distinguer deux périodes. La première, qui va jusqu'en 1223, voit les pièces porter le nom de la ville émettrice. Regardez le denier de Robert II, on peut y percevoir les inscriptions Parisis Civitas. On sait donc que cette pièce a été produite à Paris, ou plutôt par son atelier monétaire. La pièce qui est située à droite, il en est de même, c'est toujours la ville de Paris, c'est même dommage, j'aurais peut-être dû prendre l'exemple d'une pièce qui a été produite ailleurs. En revanche, vous pourrez constater que la légende est inscrite dans le sens inverse du denier de Robert II. Par contre, si vous regardez les pièces de monnaie qui sont situées en dessous et qui sont postérieures à cette date de 1223, eh bien vous pourrez vous apercevoir que le nom de la ville ne figure plus. Sur le double parisis de Charles IV, il est inscrit Moneta duplex, c'est-à-dire double d'argent. Autrement dit, on a le nom de la pièce qui est inscrite sur le revers. Quant au gros de Philippe IV, il est inscrit Francorum, France. Donc vous voyez que la ville ne figure plus. Ce n'est qu'en 1389 que les pièces vont de nouveau faire mention de leur ville émettrice, mais cette fois sous forme différente. Pas question de réinscrire le nom en entier de la ville. Charles VI va élaborer un système dit des points secrets. C'est-à-dire que vous allez avoir sur la pièce des points qui sont placés en dessous des lettres et en fonction de la position de ce point, eh bien ça indiquera tel ou tel atelier monétaire. Alors voici le tableau qui montre ce système des points secrets.
Si par exemple le point est situé en dessous de la 6e lettre, eh bien on sait que l'atelier monétaire c'est Tours. Si c'est en dessous de la 13e, c'est Dijon. Alors voici une pièce donc, qui est un écu de Louis XI. Vous allez pouvoir regarder le point, il est situé ici et il est positionné à la 15e place, que ce soit sur l'avers et le revers. Je regarde le tableau et je vois que le numéro 15 correspond à Rouen. Donc cette pièce a été émise depuis l'atelier monétaire de Rouen. On peut répéter l'exercice avec ce tesson de Louis XII. Alors tesson c'est une pièce de monnaie dont je n'ai pas parlé. Vous pouvez vous apercevoir en même temps qu'on a le portrait qui a remplacé la croix. Alors sur ce tesson, on regarde où est situé le point. Il est positionné à la 18e place, que ce soit sur l'avers et le revers. On regarde le tableau et donc on peut en déduire que cette pièce a été émise depuis l'atelier monétaire de Paris. Alors ce système qui va perdurer jusqu'au XVIe siècle a ses limites, car il y a un moment donné, la multiplication du nombre d'ateliers monétaires fait que ceux-ci sont bien plus importants que le nombre de positions possibles sur une pièce. C'est pourquoi à partir de François Ier, un nouveau système fait son entrée. Cette fois-ci, les ateliers monétaires sont directement identifiés par une lettre qui est apposée sur la légende de la pièce. Même si là, on est un peu au-delà du Moyen-Âge. Et on verra également des maîtres des ateliers ou même carrément des graveurs apposer de plus en plus leur marque sur la pièce. Je vous donne juste un exemple parce que bon, il vaut son pesant de cacahuètes. Vous avez le maître de l'atelier qui s'appelle Ducoing. Et bien vous savez quel est le différent qu'il a choisi? Un canard. Je vous laisse deviner pourquoi. Eh bien parce qu'un canard ça fait coin-coin. Donc Ducoing. Voilà. Alors avant que cette seconde partie ne s'achève, je tenais à insister sur le fait que tout ce que j'ai dit jusque-là ne constitue que les grandes lignes numismatiques du Moyen-Âge, car en réalité, il y a beaucoup plus de nuances, de variétés et tellement de choses à dire. Le second point, c'est que toute ma présentation ne concerne que le monnayage royal. Mais il est évident qu'à côté de celui-ci existaient des monnayages locaux, émis par les ducs et les comtes, et d'ailleurs que les souverains ne cesseront d'étouffer au fur et à mesure. Enfin, je tenais à vous présenter les deux ouvrages sur lesquels je me suis appuyé pour extraire des exemples de monnaies que j'ai analysés avec vous. Le premier ouvrage, c'est vraiment l'ouvrage référence pour tous ceux qui s'intéressent à la monnaie du Moyen-Âge et à l'époque moderne, qui est reconnaissable par sa couverture bleue, et puis une couverture qui est cartonnée, typique de la première moitié du XXe siècle. C'est celui de Jean Duplessis, Les monnaies royales françaises de Capet à Louis XVI, qui est vraiment un ouvrage superbe et en plus très pratique parce que toutes les monnaies sont classées par ordre de règne, ce qui permet d'avoir une meilleure vision de leur évolution dans le temps. En plus, pour chacune des pièces, vous avez quelques explications en dessous et au début de chaque règne, une petite notice qui explique l'implication du souverain dans le domaine de la monnaie. Donc vraiment un ouvrage qu'il faut absolument avoir. Le deuxième ouvrage, il est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2008. C'est celui d'Arnaud Cléran et de Michel Prieur qui s'intitule Les monnaies royales françaises de 987 à 1793, qui est un ouvrage qui a été constitué à partir d'un catalogue de vente. Et encore une fois, c'est un très bel ouvrage parce qu'on a vraiment de bonnes explications pour chacune des pièces, le gramme, le millimètre, un petit peu d'historique, etc. Et alors ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le début de cet ouvrage où on a deux belles pages, deux DE, plusieurs pages qui expliquent très bien le contexte de la frappe de la monnaie avec de beaux documents. Voilà, maintenant vous savez tout sur le système monétaire du Moyen-Âge dans le Royaume de France. Mais évidemment, qui dit système dit aussi petits fraudeurs, petites personnes qui vont chercher à profiter de ce système. Et bien si tu as envie de savoir comment est-ce qu'on fraudait la monnaie au Moyen-Âge, eh bien je t'invite à cliquer sur la troisième partie de ce volet. Heureusement, ça ne dure que 20 secondes.